Alors, à la une ce matin, nous allons parler de la réunion de la SADC, la réunion extraordinaire tenue à Luanda le samedi. Le président en exercice de la SADC a été chargé par ce père de rapprocher Kinshasa et Kigali. Nous allons parler avec nos invités ce matin. Autre sujet d'actualité, c'est l'opération Springbok lancée par la MONUSCO et les forces armées de la République démocratique du Congo qui s'engagent à unir leurs forces pour protéger la ville de Goma. Analyse et commentaires, c'est avec nos invités. Processus électoral, la CENI rassure sur une réunion avec les candidats présidents de la République. Et plusieurs questions autour de cette rencontre. Est-ce que c'est pour parler glissement, report? Alors nous allons en parler avec nos deux invités ce matin, Pascal Owonje et face à Thierry Moukelekele comme chaque lundi. Bonjour Pascal. Bonjour Gisèle, bonjour à mon frère et confrère Freddy. Merci à nos différents téléspectateurs, bon début de semaine. Le programme respecté, Gisèle, mais je reviens sur une question que nous avons déjà abordée ici, l'OCC, mais avec de nouveaux éléments, et parce que c'est la suite logique de ce que nous avions dénoncé en rapport avec les décisions prises lors des deux conseils différents. Nous avions dénoncé lorsqu'on nommait les directeurs de province et les chefs de département. Je me réjouis aujourd'hui parce que finalement, ce que les syndicalistes m'avaient dit s'avère être totalement vrai, parce que le PCA vient d'écrire une lettre au directeur général, parce que bientôt on va commencer avec la nomination maintenant des chefs de division, et le PCA écrit au directeur général pour lui dire d'avoir le bon sens cette fois-ci. Et je me dis, mais ça c'est gloire à Dieu. Et les syndicalistes ont écrit maintenant au PCA pour le rappeler qu'il est fils maison, c'est lui qui est aussi syndicaliste, il doit comprendre le code du travail, également d'autres lois qui permettent le fonctionnement de la société. Mais ça ne se limite pas là. Je viens de découvrir, toujours à travers les syndicalistes, je veux dire, est-ce qu'il faut parler des détournements? Je me réserve encore, parce que lorsque j'évoquais des conteneurs qui quittaient Matadi jusqu'à Kinshasa sans être ouverts, peut-être que les gens ne m'ont pas bien compris. Regardez ici, de janvier jusqu'à septembre, l'OCC a fait entrer jusqu'à Kinshasa au moins 34 600 conteneurs. 34 600 conteneurs. Or, pour qu'un conteneur passe, subit la vérification et on octroie maintenant un certificat de vérification à l'importation. Mais curieusement, 3000 simplement, sur les 34 600, 3000 simplement ont été vérifiés par l'OCC. Et le directeur général écrit finalement au directeur provincial pour dénoncer cette situation. Et moi je dis, ça ne peut pas se limiter simplement à la dénonciation. Ça mérite une sanction. Imaginez le gap. Posons-nous la question en même temps. Qu'est-ce qui était dedans dans ces plusieurs conteneurs qui sont entrés sans être vérifiés par l'OCC? De janvier à septembre. 34 600 conteneurs entrés, 3000 simplement ont été vérifiés. Reconnus par le directeur général qui interpelle maintenant le directeur provincial. Mais c'est gravissime. Imaginez la conséquence. On analysait la fois passée ici avec Thierry sur la conséquence sur la consommation, la sécurité. J'interpellais de temps en temps les services de sécurité. Imaginez qu'est-ce qui est entré jusque dans la ville de Kinshasa depuis tous ces temps. Et tout ça, c'est l'OCC qui ne sait pas sécuriser les Congolais. Et là, nous devons être à mesure de les dénoncer normalement et avec force, parce que ça vaut la vie des Congolais. Voilà. Merci Pascal pour cette dénonciation qui vaut la vie des Congolais, comme vous venez de le dire. Alors Thierry Moukelekele, bonjour, bon début de semaine. Bonjour Gisèle, bonjour à Pascal.
Nous restons dans le cadre sécuritaire. Comme on l'a sensibilisé plus d'une fois, les candidats, surtout à la présidentielle, de faire le nécessaire pour qu'ils donnent un message à leurs partisans et leurs membres des partis politiques et regroupements. Au Katanga, ça chauffe déjà. La violence verbale monte d'un cran. Alors, ce que nous sollicitons auprès des candidats, surtout à la présidentielle, c'est d'envoyer des messages forts pour que ces genres de violence verbale cessent. Il faut donner de la matière, il faut donner des projets. Ceux-là qui vont défendre l'un des candidats doivent avoir des projets, que d'aller sur des choses incitatoires. On est revenu sur l'histoire de nationalité. Après qu'on ait terminé avec Moïse Katumbi, c'est sur son épouse qu'on se décharge. Donc, ce genre d'histoire n'entre pas dans la gestion du pays. Son épouse n'a rien à voir. Son épouse n'a rien à voir. Il n'est pas politique. Parce qu'elle est burundaise et tout et tout. Or, non, mais là, ça ne concerne pas la... C'est ça. Non, il faut informer aux Congolais. Non, mais elle n'est pas candidate, elle n'est pas dans la politique. La violence verbale va là-bas et l'autre camp cherche à répondre. C'est ce que nous ne voulons pas. Nous voulons qu'il y ait des débats citoyens, que les gens s'occupent de l'essentiel sur leurs candidats. Et que les gens s'informent, parce qu'on a vu des intellectuels se déverser sur ça. Or, la loi, l'article 10, parle de la nationalité par acquisition. Pour une femme comme Karine Katumbi, elle est congolaise par acquisition. Ça s'appelle par effet de mariage. Donc il ne faudrait pas qu'on continue. Il y a des candidats à peau blanche, des métis, j'en ai parlé ici. Cette violence verbale se reprend encore sur ces candidats. Où est-ce que nous allons? Est-ce que les gens n'ont pas des projets à présenter à la population que d'amener l'insulte, l'intolérance, la violence verbale? Non. Nous encourageons le président sur l'histoire des mesures de grâce prises à la prison militaire d'Indolo, mais nous souhaitons que le président continue. Parce qu'en dehors des gens de Mukunkubila et des gens de Nemwandansemi, il y a les autres. Il y a les Kamina Sapou qui sont jugés et d'autres qui ne sont pas concernés par les effets ou les faits qui s'étaient produits. Il y a ceux-là qu'on a appelés Katakatanga. Donc, il faudrait qu'on aille au cas par cas pour vérifier. Hein? Il ne faudrait pas qu'on fasse toujours, on dit qu'il y a 400 graciés, mais il n'en sort que 40. Et j'ai chute sur le dossier de Salomon. Salomon veut être jugé dans son lit d'hôpital, à la sonde. Vous voyez qu'il y a des choses qui ne reflètent plus la République démocratique du Congo. Merci Thierry Mukeleki. Nous en avons parlé le vendredi dernier longuement avec nos invités. Alors nous prenons le premier sujet avec vous Pascal Orangé, c'est la réunion de la SADC tenue à Luanda. Alors le président en exercice, le président angolais qui a été chargé par ce père de rapprocher Kinshasa et Kigali. Qu'est-ce que vous en pensez? Bon, même lorsqu'on fait la guerre, il est vrai que la finalité, c'est l'attente pour envisager l'avenir. Je suis dans les considérations. Hein. Et aussi, nous devons reconnaître qu'il est difficile, ce serait impossible, que nous n'ayons pas de frontières avec le Rwanda. Ça n'existera pas. Nous avons des exemples. Je suis le débat actuellement sur le conflit Russie et Ukraine. Les analyses des spécialistes des questions de guerre français commencent déjà à envisager la fin de la guerre et démontrent aujourd'hui que les États-Unis sont en train d'échouer. Et parce qu'ils ne veulent pas assumer l'échec, ils tournent leurs armes ailleurs pour esquiver cet échec de l'Ukraine. Et maintenant, l'Ukraine a une grande responsabilité de bien faire le jeu pour atterrir paisiblement. Sinon, certains responsables, entre autres ici le président ukrainien et les autres, risquent maintenant de laisser la peau.
c'est dire que lorsque nous avons guerre, pensez également à la fin de la guerre. Et cette question doit correctement interpeller plutôt ceux qui font la guerre aux autres. Entre autres ici, Paul Kagame. Et sur le plan de la force, en toute réalité, le Rwanda n'est pas comparable à la République démocratique du Congo. Il a été question de la destruction de nos institutions depuis un certain moment. Et nous n'étions pas correctement organisés. Et voilà pourquoi le Rwanda a profité. Mais le Rwanda devrait en même temps mettre en tête que, tôt ou tard, la République démocratique du Congo reprendra maintenant sa place. Voilà pourquoi, à chaque instant, lorsqu'on réfléchit sur comment mettre un terme, comment avoir la paix, je crois que nous pouvons qu'applaudir. Mais que cela ne soit pas une occasion, lorsqu'on voit que la RDC se réorganise suffisamment, commence à prendre l'ascenseur sur les agresseurs, et vouloir maintenant nous stopper pour permettre à l'autre camp de pouvoir s'organiser. Et là, nous n'allons pas accepter. Mais sinon, nous devons comprendre à notre côté que d'un côté, nous parlons paix sur le plan de la diplomatie, mais en même temps, nous devons parler paix sur le plan de l'organisation militaire. Et à ce moment-là, même lorsque les autres tenteront prochainement de venir, en tout cas marcher sur nos terres, ils vont nous trouver correctement organisés et efficaces. Ils ne vont pas tenter. Et cette fois-là, nous aurons la paix définitive. Rapprocher voilà Kinshasa et Kigali pour parler de quoi? Pour parler de quoi? Mais ils doivent parler. Ils ne peuvent pas ne pas parler, ils doivent parler, quelles que soient les conditions. Hein? Il est vrai que le ton peut changer, le ton peut monter, mais on finira par parler. Parce qu'il n'y aura pas une autre solution que nous aurons sans passer par le dialogue, sans passer par un échange entre les deux pays. Ça, c'est mon point de vue. Qui n'a jamais eu lieu. Oui, mais le problème, c'est que jusqu'ici, l'autre camp n'a jamais été sincère. Et c'est là la mauvaise lecture de Paul Kagame. Mobutu a fait son jeu ici, parrainé par les Américains. Kagame fait le jeu aujourd'hui, parrainé par les mêmes Américains. Mais Mobutu a été vomi. Kagame sera vomi un jour. C'est de cette manière qu'il faut comprendre les choses. Si aujourd'hui vous êtes fort, vous ne serez pas fort éternellement. Nous ne serons pas humiliés éternellement. Si le Rwanda est apte, à travers son président, c'est le temps de saisir l'opportunité, trouver rapidement solution à travers la voie diplomatique avec la République démocratique du Congo et pour mettre fin, n'est-ce pas, à la guerre. Mais simplement, les organisations que nous faisons partie, j'ai l'impression, de mon point de vue, souvent, qu'elles ne nous aident pas forcément. Et nous ne pouvons pas à chaque fois faire foi totalement à ces organisations. L'organisation interne est d'une importance capitale, que ce soit sur le plan de relations humaines entre nous, attentes entre Congolais, sur le plan militaire, sur le plan social et substantiellement sur le plan politique. Si nous savons retrouver l'âme congolaise sur ce plan-là, je ne pense pas que l'ennemi viendra. Regardez lorsque on essaye d'occuper un ou deux villages du Congo. Regardez la réaction de l'opposition. C'est comme des gens qui se réjouissent. Ils pensent que qui échoue, c'est le pouvoir en place. Non, le pouvoir en place n'échoue pas. C'est le pays qui échoue. Kabila était hier, Kabila est parti. Et là, je suis dans ma philosophie d'Héraclite d'Éphèse, tout coule, tout passe, rien ne demeure. Merci, Pascal. Il est parti. C'est lui qui est au pouvoir aujourd'hui. Il partira. Le pays restera. Si nous ne saurons pas faire le jeu du pays et nous pensons faire le jeu des individus, à ce moment-là, nous ne ferons pas un bon jeu. Thierry Mukeleke, l'idée d'un dialogue, des rapprochements entre Kigali et Kinshasa, qui est sorti de la réunion de la SADC tenue samedi à Luanda en Angola. Qu'est-ce que vous en pensez? Bien, moi j'ai toujours été le partisan du dialogue. Depuis que nous sommes, où je suis entré sur ton plateau, j'ai toujours prôné le dialogue. Je suis d'accord avec Pascal dans pratiquement tout ce qu'il a dit. Et je voulais ajouter ceci. Au dernier message du chef de l'État avant d'aller à Luanda, je ne sais pas si vous avez suivi, il a appelé, dans ce que Pascal venait de dire, au rapprochement et à la cohésion.
pour que nous puissions vaincre le seul ennemi que nous avons. Mais qu'est-ce que moi je conseillerais aux autres? C'est d'accepter l'autre en tant qu'opposant et que l'opposant accepte l'autre en tant que majorité, mais que notre style de langage soit le même sur cette question de l'insécurité et cette question d'attaque. Intérêt commun. L'intérêt, j'ai suivi Moïse sur France 24 et RFI, où il a parlé de sa manière de cette agression. J'ai suivi le président de la République, lui qui est resté catégorique face à cette agression, et il est resté dans l'optique de ne pas dialoguer. J'ai suivi Martin Fayoulou, il était aussi radical, et Mouzito qui a même dit qu'il fallait faire directement la guerre au Rwanda. Pour les autres candidats, je n'ai pas très bien suivi, mais Mukwege a condamné et tout. Alors, il y a des ceux-là qui veulent que, par exemple, que l'opposition dise ce que le président dit. Non, ça sera impossible. Je suis d'accord avec Mais c'est pour une cause commune. Non, je suis d'accord avec la remarque de Pascal. Il nous faut un même langage sur l'agression. Mais nous n'avons pas la même philosophie ou les mêmes approches. Parce que le pouvoir a approché Kigali. Le pouvoir a approché le M23 et le pouvoir ne nous a jamais dit que s'est-il passé pour qu'il se sépare de Kigali et de M23. Le pouvoir de Kinshasa a approché. Et on a reconnu qu'il y a eu même l'aviation rwandaise ici. Il y a eu des trucs avec le Rwanda, il y a eu des signatures. Mais quand est-ce qu'on a rompu? On n'a jamais dit. Maintenant, quand Luanda, du côté SADC, nous retourne au dialogue, il y a Anguille sous roche. C'est-à-dire? C'est-à-dire que nous sommes dans la géostratégie. Les Bantous, les Nilotiques et les autres. Majoritairement, ceux-là qui étaient censés nous aider sont Nilotiques. Ils ne sont pas Rwandais. Malheureusement, heureusement, les Rwandais sont aussi Nilotiques. Ça dit qu'ils n'auront pas le même regard que nous, Bantous, et les Bantous vers l'Afrique australe. Je comprends. Essayez un peu d'être explicite. Je suis explicite. La question, c'est... C'est-à-dire on que... parle du dialogue entre Kinshasa et Kigali. C'est-à-dire que... Si dialogue, il faut y avoir que vous encouragez. Oui. C'est pour... ça mise sur quoi? Parle de quoi? C'est-à-dire que Kinshasa doit accepter qu'en République démocratique du Congo, qu'il y a des Nilotiques. Les Rwandais. Non, des Nilotiques. Parce qu'il y a des Nilotiques au Congo et au Rwanda. Mais si en République démocratique du Congo, tout Nilotique est rwandais, nous n'aurons pas gain de cause avec les autres pays. Parce que ce dialogue va porter sur quoi? Ce dialogue va amener à ce que les autres chefs d'État arrivent à convaincre le président congolais qu'il faut vivre avec ces gens tout autour des frontières. Sur les 9 frontières, il y a moins de frontières bantoues que nilotiques. Vous voulez dire quoi? Que le Rwanda, à travers cette guerre, défend les nilotiques? Vous voulez dire ça? Je ne veux pas dire ça. Oui. Je veux dire que notre faiblesse, c'est de ne pas protéger les nilotiques et de laisser l'autre dire qu'il vient les protéger. Et quand nous continuerons à repousser les autres, ils trouveront de l'autre côté et l'autre pensera avoir gain de cause sur nous. Je suis d'accord avec Pascal quand il dit que Kagame va passer. Et il est en train de passer. Il promet qu'il va jusqu'en 2034. Donc, pratiquement dans 11 ans, Kagame sera encore président du Rwanda. Pour quel objectif? Est-ce que tous les Rwandais Tutsis sont-ils d'accord encore avec Kagame? Non. On a maintenant de l'opposition Tutsi au Rwanda et ailleurs. Ça dit que la donne change. Mais nous, au Congo, nous devons voir qui sont dans nos frontières depuis 1960, les protéger et voir maintenant ne pas donner de l'eau au moulin à Kagame. Alors, cette réunion de la SADC, pour certains, ils ont pu privilégier les chefs d'État plus le dialogue que l'option militaire. Je suis d'accord, parce que... Il ne fallait pas qu'on mette l'option militaire au devant que le dialogue. Vous savez, l'option militaire est en Ukraine.
Pascal a bien chuté avec le truc des Français là. C'est aujourd'hui que la France réfléchit, plus d'une année après qu'on a massacré des Ukrainiens et des Ukrainiens ont quitté leur pays. Pourquoi? Il y a des Russo-Ukrainiens et il y a des Ukro-Russes qui vivent en Russie, mais qui viennent de l'Ukraine. Et il y a des Russes qui vivent en Ukraine. Et on a amené Zelensky à interdire même la langue russe à la frontière. C'est pourquoi le Donbass est tombé. Parce que le Donbass est majoritairement russophone. Vous voyez. Mais ça n'a pas empêché à la Russie et à l'Ukraine d'avoir des pourparlers vers la Biélorussie. Pendant qu'ils se tirent dedans, mais ils parlent à côté. Mais nous, on ne parle jamais. Et on fait perdre le temps. Et ça sera la première fois qu'on parle, qu'on discute. Ça sera la première fois. Oui, moi j'approuve que le président discute et qu'il dise en face à son homologue ce que lui reproche, que ces Congolais que tu prétends défendre, ce sont les Congolais de mon pays. C'est à moi de les défendre, c'est à eux de démontrer. Moi, je leur ai dit, déposez les armes, allez vous cantonner. Alors, ils doivent se dire en face. Ils doivent se dire à la tribune, comme ils les dénoncent chaque fois, là, c'est pas... Non, ça, ce sont des discours. Ah, il faut qu'ils le disent en face. Il faudrait qu'ils se disent en face. Le communiqué de Luanda, Pascal, n'a pas condamné le Rwanda, ni appelé à retirer les troupes en RDC. Ça aussi, ça a inquiété, hein. Oui, mais je commence d'abord par les observations en rapport avec le point de vue avancé par mon frère Thierry. Ne tombons pas dans le piège du Rwanda. Et le problème que nous avons aujourd'hui au Congo, les guerres que nous subissons aujourd'hui ne sont pas justifiées du fait que vous les avez qualifiés comment, les Tutsis, les Nilotiques sont marginalisés. Non, je ne crois pas du tout. Ça, c'est l'argument forcé par Kigali pour justifier ce que c'est fait. La guerre que nous connaissons à l'Est, c'est la guerre de minerais. C'est Kagame qui veut à tout prix avoir les minerais stratégiques. Il n'y a pas autre chose que ça. Et maintenant, il nous met, nous, dans nos langues, cette question des ethnies. Je peux vous rappeler ici qu'il y a des ethnies ici, ou des territoires jamais représentés dans les institutions. Je dis bien jamais, depuis que nous sommes pays, ils n'ont jamais été représentés. Tout un territoire, jamais un vice-ministre, jamais un ministre. Ils n'ont jamais fait un problème. Je cite ici le territoire des Kolé, par exemple. Jamais, même pas une fois. Est-ce qu'on a fait un problème? Donc ici, c'est Paul Kagame qui trouve ce prétexte-là, parce qu'il veut avoir même mise sur l'exploitation des minerais stratégiques en République démocratique du Congo. C'est cela la justification. Et voilà pourquoi, pour trouver solution à la question, on ne va pas s'attaquer maintenant aux effets. Il faut aller à la cause. Les agresseurs qu'on peut, par mes connaissances de la question, appeler comme rebelles, sont des effets, sont des conséquences. La cause, c'est la politique rwandaise, pilotée par son président Paul Kagame. S'il faut échanger, il faut aller à la cause. Et voilà pourquoi s'il faut échanger avec Paul Kagame, ça vaut la peine pour trouver solution. Échanger avec ces gens... Il change sa politique. On ne trouvera pas solution. Je vais vous rappeler, lorsque... D'abord, quand la FUDEL entre, après la FUDEL, nous avions eu le RCD. Après le RCD, nous avons eu le CNDP. Après le CNDP, nous aurons M23-1, M23-2. À chaque étape, il y a eu des discussions. Parce qu'on n'a pas bien posé le problème. On échangeait avec les effets. On échangeait avec les conséquences. La cause n'a jamais eu un cadre d'échange comme ça. La République démocratique du Congo assise, le Rwanda assis de l'autre côté, et ils échangent sur la question, même pas une fois. Mais on échange souvent avec les Makenga, les Nkunda, les Ntaganda, et ainsi de suite. Et c'est comme ça qu'on ne résout pas le problème. Lorsque la SADC réfléchit sur l'échange, je ne vois pas la SADC parler des échanges refusés jusqu'ici par le chef de l'État sur l'aspect des effets, parce que nous avons autant fait, on n'a pas trouvé de solution. Tant que Paul Kagame n'a pas changé sa politique, j'imagine de mon point de vue que la SADC parle plutôt des échanges entre la République démocratique du Congo et la République rwandaise.
C'est à ce moment-là qu'on peut trouver solution à la question. Vous voulez dire quoi? Après cette rencontre, ce rapprochement Kigali, Kinshasa, c'est-à-dire Kagame et Félix, mais je vais en même temps dire, ce sera la fin de la guerre. Je ne pense, bon, il faut être maintenant à la pensée de Paul Kagame. Mais je vais en même temps dire, le chef de l'État, quand il a eu des relations avec le Rwanda, c'est au début, lorsqu'il prenait le pouvoir, l'intention était bonne. Était, bon, voilà, comme nous avions dit au début, mais c'est notre voisin éternel. Nous avons des problèmes. Tentons de créer de bons climats, de bonnes relations, pour que finalement, on collabore ensemble. S'il faut exploiter les minerais, on peut les exploiter pourvu que chaque pays se retrouve. Mais Paul Kagame a joué de l'hypocrisie. On l'a accueilli ici, comme on a accueilli aussi Tshisekedi au Rwanda, et finalement, un jour après, il envoie maintenant ces éléments attaquer la République démocratique du Congo. C'est là qu'il a rompu la relation. Mais je pensais que nous étions en bonne relation. Je pensais qu'on était en train de créer un bon climat. Je pensais que les deux pays allaient bien collaborer, alors que vous avez toujours vos anciennes intentions d'exploiter la République démocratique du Congo. De cette manière, on ne peut plus. Je stoppe. Et c'est comme ça qu'il a stoppé. Et c'est de bonne loi. Parce qu'on ne peut pas. D'un côté, on est avec vous, on croit qu'on est ensemble. De l'autre côté, vous montez des stratégies pour piétiner, pour tuer les Congolais. C'est de cette manière qu'un président a refusé de continuer la collaboration avec un pays qui n'est pas sincère dans les échanges. Merci Pascal. Parlons de la déclaration condamnée, excusez, je termine par là, la déclaration condamnant le 23. Je réagis juste. C'est là l'hypocrisie. Pourquoi ne pas condamner clairement l'OM 23 à partir du moment où, depuis lors, une année pratiquement aujourd'hui, vous aviez demandé au M23 de se retirer, d'aller se cantonner quelque part. Jusqu'ici, le M23 ne le fait pas. Mais la SADC ne s'est pas, en tout cas à travers son communiqué, condamné clairement. Même si on a pensé maintenant à un plan de déploiement pour atteindre cet objectif, mais on devrait d'abord condamner le M23. Pourquoi jusqu'ici, il ne parvient pas à respecter ce qui a été dit? Chose qui n'a pas été faite. À la deuxième étape, pensez maintenant au déploiement pour les forcer à pouvoir se cantonner. Oui, Thierry. Oui, je disais ceci. Quand est-ce que Paul Kagame utilise l'astuce des fragiles Congolais? C'est nous-mêmes qui avons donné le cutus à Kagame. Quand nous-mêmes, au travers certains membres du gouvernement, il y a eu ce genre de langage et accompagné de la loi Tchani, de catégoriser des Congolais. Non, la loi Tchani, excusez-moi, la loi Tchani est venue, je complète. C'est venu après. Je vous donne juste un élément. C'est sur le débat. Je vous donne juste un élément. Ouais. Bosco Ntaganda prend les armes, d'abord depuis longtemps avec une cour ainsi de suite. Tout à fait. Qui a bénéficié même des grades militaires. Tout à fait. Arrêté, il va à la Cour pénale internationale, à sa déposition, on lui pose la question, il dit « Je suis citoyen rwandais ». Voilà pourquoi les mêmes qu'on peut croire qu'ils sont congolais, du fait qu'ils soient nilotiques, je pense, nilotiques, alors qu'en réalité, ils ne le sont pas, sont des Rwandais qui viennent maintenant exploiter la République. La confusion. Là, les échanges deviennent compliqués. Ouais, alors, c'est simple. C'est simple. On a des leaders nilotiques, Tutsis, qui siègent même dans les institutions. Où avez-vous vu la République réunir les leaders Tutsis qui siègent aujourd'hui dans le gouvernement Sama, dans le Parlement, et leur dire, de nous dire qui sont vos vrais frères qui sont dans le M23 et qui se battent pourquoi? Je vous donne un exemple clair avec une personne avec laquelle j'ai vécu à la prison d'Indolo. Il s'appelle Abbas Kayonga. Quand vous le voyez comme ça, vous dites que ce monsieur est rwandais. Mais il a fait 20 ans en tant que chargé de la brigade antifraude à l'est du pays. Et il a arrêté des minerais qui ne devaient pas traverser au Rwanda. Je vous confirme, ce monsieur est en dolo parce qu'il a eu un différend avec l'ancien gouverneur, comment il s'appelle, Jean-Claude, le nom viendra, Claude Nyamugabo. Il a eu un différend avec et il s'est retrouvé en dolo. Il a 6 ans en dolo. Quand vous le voyez de visage comme ça, il est rwandais. Vous allez le classer d'un rwandais. Oui, mais quand il défend son travail en tant que commandant de brigade antifraude, il empêche que le minerai passe par le Rwanda.
Vous voyez? C'est pourquoi j'ai dit que si nous voulons bien résoudre cette question, il y a des Hutus et des Tutsis congolais qui sont au gouvernement, qui travaillent avec le chef de l'État. Il n'y a jamais eu une réunion où on les réunit et on leur demande « Expliquez-nous c'est quoi les enfants du M23 sont en train de rechercher ». Et au M23 aujourd'hui, on a un certain Amundalaka Bengele qui est du Kasaï. Ça dit qu'il y a des questions... Ne dites pas ça. Pascal, vous avez oublié que en 2012, n'est-ce pas, lorsque le M23 entre jusqu'à Goma, il rentre, recule un peu, on va organiser des échanges à Kampala. Pendant une année, il y a eu une délégation gouvernementale d'ici. Il y a eu une délégation des gens dont vous évoquez là. Oui. Tous se sont retrouvés à Kampala pendant une année. Oui. Donc, la raison de la guerre a été suffisamment évoquée. Les personnes en question ont été associées aux échanges. Tout à fait. Mais ils n'ont jamais été sincères dans le respect des clauses prises. Voilà, merci à vous. Merci à vous. Nous allons nous éterniser sur ce débat. S'il vous plaît, Pascal. S'il vous plaît, Pascal. Au-delà de ça, nous ne pouvons pas nous interdire. C'est Paul Kagame voulant atteindre ses objectifs pour l'exploitation plutôt des minerais stratégiques. Et voilà, il les utilise. La cause principale, c'est celle-là. Merci. Nous parlons de l'opération Springbank lancée par la MONUSCO et les FARDC pour protéger Goma et Saké. Qu'est-ce que vous pensez de cette opération? Bon, dans la géostratégie militaire, on ne peut pas défendre l'ennemi dans l'objectif. Quand l'ennemi est déjà dans l'objectif, on ne peut pas défendre l'objectif. Il faut le faire en amont. Il faut le faire en amont. Alors il faudrait que la MONUSCO explicite bien, est-ce que Goma est déjà tombé sur le plan de technique militaire ou que se passe-t-il? On ne défend jamais un ennemi quand il a déjà atteint son objectif. Les batailles se font vers les Kibumba là-bas. Et ceux qui sont presque vers la frontière de la sortie de la ville de Goma entendent des balles. Il y a eu même 2 morts vers l'entrée de Goma par des obus qui sont tombés en désordre. Nous devons tirer très attention avec la MONUSCO. Pourquoi aujourd'hui les Ouazalendo deviennent négligés? À un moment donné, on a dit qu'il y a eu même de l'apport et du renfort. Qu'est-ce qui veut se passer à Goma? C'est ça la grande question. Est-ce que la MONUSCO, j'ai suivi ce commandant-là, il n'a pas été clair. Nous avons des gens qui vont à l'école, notre école ici supérieure de stratégie, CHESD. Est-ce que tous ces étudiants de CHESD ont-ils bien compris le message du commandant de la MONUSCO? Non. C'est une logique qui n'est pas claire et que notre gouvernement doit poser la question ouvertement. Ils ont, comment on appelle, un terrain de collaboration en ce qui concerne les bureaux, hein, le T2 région, le G2 zone de défense. Ils ont des réunions. Mais qu'est-ce qu'ils se sont dit pour laisser à ce monsieur de MONUSCO nous parler ce genre de langage? Nous, on est journalistes d'investigation. Quand la MONUSCO annonce comme ça, ça dit qu'il y a quelque chose. C'est pas parce qu'il y a des intérêts à Goma, alors... non. Parce qu'ailleurs, ils n'ont pas créé cette opération, mais à Goma, il y a beaucoup plus d'intérêts occidentaux. Vous avez la MONUSCO pendant 21 ans ou 22 ans, dans la ville de Goma. Ensuite, on a renforcé par une unité de l'Afrique du Sud et de la Tanzanie, dans la ville de Goma. L'EAC est arrivé dans la ville de Goma. Et l'armée congolaise est dans la ville de Goma. Et un matin, vous vous réveillez, vous dites que nous devons protéger la ville. Et Saké. Saké, c'est à peine à 40 minutes de Goma. C'est-à-dire que c'est dans la ville de Goma. D'où l'éveil des Congolais va sauver Goma. C'est l'éveil des Congolais qui va empêcher à ce que le jeu qui veut se passer à Goma se réalise. De l'autre côté de la frontière,
Kagame a renvoyé plusieurs de ses troupes vers Gisenyi, c'est-à-dire vers sa propre frontière. Et ceux-là qui vivent à Goma voient le renforcement. Et la partie congolaise, qu'est-ce que nous faisons? Il faudrait que nous nous préparions, il faudrait que l'armée montre ses biceps aussi. Parce que si les civils voient que de l'autre côté, les gens se préparent, ils se préparent à quoi? Où la MONUSCO nous dit que non, nous devons... non. Nous-mêmes d'abord à Goma, l'armée qui se trouve à Goma doit faire un déploiement et la population comprend que notre armée va nous défendre. Mais c'est une opération conjointe. Madame, oui. Souvenez-vous, je crois que Pascal va se rappeler, Joseph Kabila est en Djili ici, à 9h. À 10h30, on lui annonce que la ville de Goma est tombée. La MONUSCO était là. Et hier, elle a enlevé même ses hélicoptères, ils ont bombardé 500 obus. Nous devons nous réveiller. Merci. Alors Pascal, cette annonce, cette opération intervient alors que le gouvernement a appelé à accélérer le retrait de la MONUSCO. Comment est-ce que vous analysez cela? Le gouvernement est responsable quelque part. Le gouvernement est responsable du fait que lorsque la population s'acharnait contre la MONUSCO, il fallait laisser les choses à leur état pour que finalement la MONUSCO quitte. Mais lorsque le gouvernement avait défendu un peu la position de la MONUSCO, voilà aujourd'hui, elle s'est réorganisée autrement. Je m'en souviens à l'époque. Je suis au ministère de l'Intérieur avec Daniel Okito. On est avec la représentante de la MONUSCO. Le vice-premier ministre, Daniel, dit « Je ne peux pas, moi, prendre la position de la MONUSCO. Je dois défendre ma population. Madame, la population ne vous supporte plus. Simplement parce que vous ne savez pas défendre la population. Votre mission a échoué. La moindre des choses, c'est partir. Et d'ailleurs, ne venez pas chez moi. Si vous voulez, allez chez le ministre des Affaires étrangères. Moi, je ne peux que défendre ma population. » Elle a insisté. On échangeait. Elle venait parce qu'il fallait protéger le matériel de la MONUSCO, le personnel de la MONUSCO, ainsi de suite, comment ils peuvent faire le déplacement, ainsi de suite. Nous, on pensait que tout était fini. Et c'est là où je dis, le gouvernement est quelque part responsable. Mais en même temps, il faut comprendre le jeu de la MONUSCO. À l'époque, avec Nkunda, on a dit non Nkunda, no job. Lorsque vous parlez déjà du départ de la MONUSCO, mettez en tête en même temps, parce qu'ils ne vont pas partir, ils ne vont pas vouloir partir, ils vont se réorganiser autrement pour vous déstabiliser. C'est ce qui pourrait arriver. Pour qu'ils justifient encore leur maintien, leur présence en République démocratique du Congo. Ça, nous devons mettre en tête. Saké. Mais quand vous prenez Saké, vous ouvrez aussi la route vers Sud Kivu, jusqu'à Calais. C'est pas très loin aussi. Et c'est là que les Wazalendo occupaient avant. Ils étaient de Saké jusqu'à Calais, ils étaient nombreux là-bas. Mais le bastion de Wazalendo, si il doit déjà être tombé, mais ce n'est pas une bonne nouvelle. En toute réalité, ce n'est pas une bonne nouvelle. Merci, Pascal. Donc ici, il faudrait qu'on défende très sérieusement de notre part, sans tenir compte de la position de la MONUSCO, défendre alors notre nation. Nous-mêmes, ensemble avec la population, si on active la population, Gisèle, je vous le dis, tout cela va se retirer. Parce qu'on fait dormir la population. À chaque fois lorsque la population sort, on mate la population. Moi, je souhaite qu'on laisse la population se manifester ensemble avec nos forces armées et on peut trouver solution à la question, sans dépendre de la MONUSCO. Merci. Qui, aujourd'hui, justifie la présence par, en tout cas, l'occupation de nos espaces. Tant qu'ils continueront, lorsqu'ils verront plutôt que nous commençons maintenant à récupérer nos espaces, ils ne vont pas vouloir parce qu'ils vont comprendre qu'ils sont déjà partants. Ils vont refuser. Et lorsque vous avez vu les Wazalendo avancer là, mettez en tête que la MONUSCO n'a pas été contente. Voilà. Alors on passe un mot par rapport à la réunion annoncée entre les candidats présidents et la Commission électorale nationale indépendante. Des commentaires fusent de partout. Est-ce qu'on veut parler dialogue, report, glissement, voilà. Bien, je crois que c'est bien, c'est mieux, mais moi j'aurais plus insisté
si Kadima pense qu'il y aura élection, qu'il puisse orienter cet échange-là à sensibiliser les candidats à l'apaisement et à l'apaisement des messages. Justement, par rapport aux messages, il y a aussi des messages que d'autres candidats sont en train de placer, qui va à l'encontre de nos cultures, de nos sexualités. Par rapport à ces messages-là, parce qu'on a vu un débat, on parlait de Denis Mukwege qui transmettait un message pareil. Tout ça, ce sont des choses sur lesquelles le président Denis Kadima devra veiller. Mais aussi, j'invite toujours les Congolais à beaucoup lire et à mieux lire pour essayer de comprendre certaines choses. Et que les différents états-majors des partis politiques et des candidats soient sensibilisés et formés à la communication. Et il y a un sérieux problème de communication. Et si nous allons comme ça vers la campagne électorale, il y aura des sérieux casses. Qu'on nous prenne, bon, malheureusement ou heureusement, Pascal est déjà candidat, mais il y a d'autres journalistes sur qui les candidats peuvent miser afin que la communication soit apaisée entre eux et que nous puissions... Merci Thierry Mukelekele Pascal, des messages qui vont à l'encontre de nos cultures, de nos traditions. Considérons qu'on n'a pas su encadrer l'avènement des réseaux sociaux chez nous. C'est un paradigme qui déstabilise maintenant nos cultures. Ça devient très dangereux. Avec les WhatsApp, les Facebook, ainsi de suite. TikTok. On n'a pas su encadrer l'avènement de ces réseaux sociaux. Alors, si la rencontre avec les candidats présidents, c'est pour le code de bonne conduite, je dis d'accord, il n'y a aucun problème à ce moment-là, ils vont réfléchir. Mais malheureusement, au regard de l'expérience passée, ils n'ont jamais respecté. Alors, à ce stade, penser qu'il n'y aura pas élection, ça semble être pour moi très complexe. Parce que devant nous, nous avons la Constitution. Quel est ce moyen qui nous permettra de ne pas respecter la Constitution? Il faut un cadre politique, comme nous avions connu en 2016 et 2018. Mais sans cadre politique, par échange simplement avec les candidats, je ne pense pas qu'on peut sauter, on peut violer la Constitution pour ne pas organiser les élections. N'est-ce pas? Et donc, de mon point de vue, je pense qu'il y aura élection. Et que les candidats présidents se regardent en face. Gisèle, tout coule, tout passe, rien ne demeure. Merci. Ils sont candidats aujourd'hui. Peut-être l'un d'eux sera élu demain. Qu'ils mettent toujours en tête que juste il s'agit d'un mandat. S'il peut doubler selon la condition, il va doubler, mais il va partir. Merci Pascal. Merci d'abord le pays. Mukelekele. Merci à vous fidèles téléspectateurs. Merci à l'équipe technique. Merci au coach Doudou.